Bonjour, merci de nous rejoindre pour cet après-midi pour le festival Impulsion Business Demain c'est ici. Après une matinée consacrée à la création d'entreprises, on attaque un après-midi sur la transformation numérique. Il s'agit de ne pas rester confiné et d'adopter les bons réflexes par rapport au numérique, avec des ateliers qui tourneront cet après-midi sur le travail collaboratif, tout ce qui concerne le télétravail, hein, le cadre juridique et les outils pour travailler à distance. Mais pour attaquer cet après-midi, donc on a la présence de Cyril Marct d'Harmonie Mutuelle qui va pouvoir traiter cet atelier sur comment se préserver de l'impact du digital au quotidien pour une meilleure qualité de vie numérique. Alors c'est un sujet qui nous est cher à tous et puis surtout à vous qui êtes derrière vos écrans aujourd'hui. Donc Cyril, je vous laisse la parole pour nous présenter ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce début d'après-midi sur le salon. Alors effectivement, on est tous pris, surtout avec le contexte actuel, dans ce processus de digitalisation, de numérisation. La crise actuelle a accéléré ce processus qui était déjà en cours depuis quelques années. On est tous, bon gré, mal gré, passés au télétravail, aux outils de visioconférence, aux messageries, quel que soit notre corps de métier. Et voilà, nous allons prendre le temps, en ce début d'après-midi, de nous arrêter pour voir quel bon usage on pourrait faire de tous ces outils et pointer ensemble quelques pièges dans lesquels on pourrait tomber et comment surtout éviter d'y tomber. Alors tout d'abord, un premier aspect que je voulais voir avec vous, on va démystifier quelques petits termes. On parle parfois de numérique, parfois de digital. Alors tout simplement, voilà, pour qu'on parle bien le même langage, le mot digital est le mot anglais, hein, c'est un anglicisme, et le mot numérique, c'est le mot français, mais ça désigne bien la même réalité. Donc on va parler effectivement indépendamment de l'un de l'autre pour désigner les mêmes choses. Et ensuite, un deuxième terme qui est plus en lien avec le sujet de notre après-midi, la question de la qualité de vie numérique. On parle parfois d'hygiène de vie numérique. Alors je vais m'arrêter un tout petit moment sur cet aspect-là. La notion d'hygiène, en fait, est souvent confondue à la notion de propreté. Hein, c'est-à-dire quand on parle d'hygiène numérique, spontanément, on entend beaucoup d'articles, on lit beaucoup d'articles sur l'importance des bonnes pratiques au niveau informatique, de la sécurité des données, etc. Donc certes, ça fait partie de l'hygiène, mais il faut bien distinguer la notion d'hygiène, qui va être l'ensemble des pratiques collectives ou personnelles qui vont assurer le bon fonctionnement d'un organisme, avec la propreté, qui, elle, va être le résultat du nettoyage. Alors, ça va être intéressant. Pourquoi je m'arrête un petit peu sur ces termes? Parce qu'effectivement, avoir une bonne qualité de vie numérique, avoir une bonne hygiène numérique, nous allons le voir ensemble, ce n'est pas seulement être propre sur Internet, mais c'est aussi savoir se préserver soi-même, préserver son entreprise et son entourage. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons aborder notre thème autour de trois thématiques. La connexion, l'hyperconnexion, des aspects qui vont toucher la santé et puis d'autres sur la sécurité informatique qui fait effectivement aussi partie d'une bonne hygiène de vie numérique, d'une bonne qualité de vie numérique. Alors quelques chiffres déjà pour situer un peu le contexte qui vous permettront peut-être vous aussi de vous situer. Hein. Chiffre de 2019, un Français passe en moyenne 4h07 par jour devant un écran, tout écran confondu. Alors nos jeunes, évidemment, font grimper la moyenne, mais voilà, c'est une moyenne générale, donc ça permet de voir un petit peu tout un chacun comment on se situe. Et puis consulter son smartphone ou sa tablette, c'est le premier réflexe dès le réveil pour 61% des Français. Alors je ne sais pas si vous en faites partie. Ce sont des petits chiffres qui sont toujours intéressants à avoir en tête. Et un adulte consulte en moyenne 221 fois son smartphone par jour. Voilà. Donc nos petits appareils qui nous accompagnent au gré de nos journées sont vraiment nos compagnons du quotidien. Alors ça ne va pas aller en s'améliorant, hein, vous voyez, effectivement, même on est en train de prévoir le déploiement d'un réseau mobile sur la Lune, donc vous voyez là, on n'est pas encore près de la déconnexion, hein, le phénomène continue. Donc, d'où l'intérêt, et c'est vrai que tous ces outils qu'on utilise au quotidien, et comme je vous le disais tout à l'heure, on en a vu le bénéfice dans cette période sanitaire un peu compliquée, où on a pu continuer de travailler, de communiquer, d'échanger grâce à nos outils numériques, y compris nos enfants avec l'école. Ces outils nous apportent vraiment un plus, et en même temps, il va y avoir certains aspects sur lesquels
nous allons devoir prêter tout particulièrement attention. Tout d'abord, cette notion de connexion. Il faut bien avoir conscience qu'il y a quelques années, on se connectait, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait brancher le modem, allumer l'ordinateur pour se connecter à Internet. Et maintenant, depuis quelques années, notamment avec l'avènement de la téléphonie mobile et des smartphones, on est connecté. C'est-à-dire ce est quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, la notion de connexion est quelque chose qui fait presque partie de notre être, notamment chez les plus jeunes, qui ont du mal à vivre une vie déconnectée ou des instants déconnectés. Alors cette connexion, elle est encouragée. Elle est encouragée par un certain nombre d'acteurs, de grands acteurs du numérique. Ça, vous le savez peut-être, c'est tout ce qu'on va nommer l'économie de l'attention, le business model d'un certain nombre de grands acteurs qui nous proposent des outils gratuits, notamment les réseaux sociaux et un certain nombre d'applications, est effectivement basé sur la collecte de données personnelles et sur la revente de ces données. Donc leur intérêt, que nous passions le plus de temps possible sur leurs applications pour collecter le plus de données possible. Évidemment, le corollaire, ça va être de capter notre attention, tout ce nom de l'économie de l'attention. Donc je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, le film Derrière nos écrans de fumée, qui est disponible depuis peu en streaming, qui traite de ces sujets-là à travers un certain nombre de repentis de la Silicon Valley qui ont travaillé au tout début chez YouTube, chez Facebook, chez Instagram, et qui nous expliquent un peu les mécanismes qu'ils ont mis en place pour capter cette attention qui est la nôtre. Donc voilà, il faut avoir conscience de cette captation d'attention qui se joue au niveau des outils que nous utilisons au quotidien et qui va effectivement encourager cette connexion permanente, voire parfois nous pousser à l'hyperconnexion. Ensuite, effectivement, cette connexion, elle a un certain nombre d'effets. Elle renforce notre culture de l'immédiateté, ce sentiment, cette envie d'avoir finalement une réponse immédiate qu'on va pouvoir voir dans le cadre du travail, qu'on va pouvoir parfois aussi ressentir dans l'environnement personnel. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il va falloir que nous soyons vigilants, c'est-à-dire la notion de réponse immédiate. Un sentiment d'urgence permanente aussi qui peut nous habiter avec toutes ces informations qui peuvent arriver en tout lieu et en tout temps. Et un risque d'interprétation, parce qu'effectivement, les sollicitations arrivant, quel que soit le contexte, et dans des lieux et des temps différents, nous allons les recevoir avec nos émotions du moment, notre disponibilité ou indisponibilité du moment. Et selon le canal, nous allons plus ou moins interpréter ce qui nous est dit, notamment si c'est écrit. Qui ne s'est jamais agacé de recevoir un mail sans formule de politesse ou sans au revoir ni merci. Effectivement, nous n'avons pas tous la même maîtrise de ces outils, avec un risque donc d'interprétation. Et tout ça va nous pousser effectivement à un risque qui est le risque d'une réaction, au détriment d'une action réfléchie. On risque d'être dans la réaction du moment. On voit ce phénomène beaucoup dans les forums, sur les réseaux sociaux, où finalement on va très vite réagir aux informations qu'on renvoie, sans forcément prendre le temps du recul ou de la réflexion nécessaire. On peut le voir aussi dans le cadre professionnel. C'est tout le piège de messages professionnels ou d'informations qui arrivent alors que nous sommes occupés à une autre tâche. Donc, pour se prémunir de cette connexion qui parfois peut être envahissante, il faut bien garder en tête une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on est connecté qu'on est disponible. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, faire attention au respect qu'on va avoir envers soi-même et au respect des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sentiment d'urgence permanente, cette envie d'avoir une réponse rapide et parfois immédiate, il faut nous interroger sur la façon dont nous-mêmes nous allons déporter ce fonctionnement sur nos collaborateurs ou sur notre entourage. Alors on parle de connexion et je voudrais vous parler aussi de multiconnexion, c'est-à-dire que nos canaux de communication se sont multipliés ces dernières années, que ce soit à travers l'email, à travers les réseaux sociaux, les messageries d'entreprise, les systèmes de visioconférence. Ils sont multiples. Et effectivement, on peut ressentir un certain nombre de moments de gêne, voire un sentiment d'envahissement lié à cette multiplication des canaux et des informations qui arrivent en ordre dispersé par différents biais. Une perte d'efficacité, parce qu'effectivement, les informations arrivent, pas toujours dans l'ordre, pas toujours hiérarchisées, pas toujours avec une priorité très claire. Et on va passer d'un canal à l'autre, où on va rester en attente sur tel ou tel canal en attendant une information
potentielle ou importante. Et une perte de temps, bien sûr, puisque plus les canaux se multiplient, plus il va falloir être à l'écoute des uns des autres. On peut le voir dans le cadre professionnel, effectivement, où dès qu'on va avoir une activité, par exemple, sur les réseaux sociaux, voilà, il va falloir être présent sur tel réseau ou tel réseau, puis il va falloir aussi gérer le téléphone, et puis l'email, et puis voilà, la messagerie. Bon, le fax, c'est de l'histoire ancienne, mais voilà, ces canaux qui se multiplient vont nous poser parfois des difficultés. Donc, ce qui est important ici, une petite clé, c'est qu'il va falloir hiérarchiser ces canaux. Prendre le temps, effectivement, de regarder les canaux dont vous avez réellement besoin pour votre activité professionnelle et puis le faire savoir, c'est-à-dire le faire savoir à vos collaborateurs, le faire savoir, effectivement, à vos clients, vos fournisseurs, quels sont les canaux privilégiés de votre communication. Ensuite, connaître le canal privilégié de ses interlocuteurs. Alors ça, c'est vrai sur le plan professionnel comme au plan personnel. Nous connaissons tous des personnes et nous-mêmes, nous avons aussi nos habitudes, nos préférences. Il y a des personnes qui préfèrent laisser des messages, d'autres qui n'écoutent jamais leur répondeur, certains qui préfèrent envoyer un SMS ou décrocher leur téléphone. Voilà. Connaître le canal préférentiel de son client, de son fournisseur ou de ses proches, c'est important aussi. Ça évite des fois des agacements, des incompréhensions ou des pertes de temps. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu ? Tout simplement, peut-être qu'on n'est pas sur le bon mode, on n'est pas sur le bon canal. Et puis, connaître les codes de chaque canal. Je vous parlais tout à l'heure d'interprétation possible. Effectivement, voilà, chaque réseau social a ses codes d'écriture, de politesse, son formalisme. Voilà, écrire un mail, finalement, voilà, entre les personnes qui écrivent leur mail comme ils écrivaient le courrier à la plume, et puis ceux qui écrivent 3 lignes sans bonjour ni au revoir, effectivement, il y a un usage différent. Donc, c'est important de pouvoir se poser la question, y compris dans le cadre de l'entreprise, de se dire, voilà, quel code on se donne pour tel média, tel canal. Tout ça va évidemment toucher aussi à l'image que vous allez renvoyer à travers la façon dont vous utilisez les médias. Alors, parmi les conséquences de cette connexion, cette hyperconnexion, un terme que vous avez déjà entendu parler peut-être, le FOMO. C'est un terme anglais, un acronyme qui veut dire « the fear of missing out », la peur de manquer quelque chose, d'être exclu de quelque chose d'important. Alors cette notion de FOMO, elle existe déjà depuis quelques années. Elle existait bien avant l'avènement de nos outils numériques. Mais comme souvent, nos outils numériques sont les catalyseurs, sont les révélateurs d'un certain nombre de fonctionnements ou de dysfonctionnements. Alors cette peur, en fait, on va la voir se traduire dans un certain nombre de façons d'être, de façons de faire. Près d'un Français sur 2, nous dit Médiamétrie en 2019, consulte au cas où son mobile ou sa tablette toutes les 10 minutes. Voilà, le FOMO se traduit aussi comme ça, c'est-à-dire je regarde au cas où. Qui d'entre nous n'a jamais régulièrement consulté, ne serait-ce qu'un site de nouvelles, ne serait-ce que son email ou son téléphone, en se disant « Tiens, j'ai peut-être un message », ou son réseau social. Alors évidemment, les notifications vont venir à notre secours, si on peut dire ça avec des gros guillemets. Mais voilà, il y a toujours ce réflexe d'aller voir au cas où. Alors ça peut s'inscrire dans plein de fonctionnements différents, évidemment, que nous ne détaillerons pas aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir en tête ce mécanisme parce qu'effectivement, il peut pousser à une consultation compulsive, soit de son téléphone, soit des réseaux sociaux d'entreprise, soit de sa messagerie, avec derrière du stress, de dire j'ai pas eu de message, ou effectivement une perte de temps. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps de manière désordonnée, y compris dans le cadre professionnel, à aller voir si on n'a pas un message, un mail, un post, un like, etc. Alors évidemment, ce FOMO est exploité par un certain nombre d'applications. Je vous parlais tout à l'heure de l'économie de l'attention. Là, c'est un autre mécanisme, c'est cette peur de manquer quelque chose qui va être utilisé par un certain nombre de sites marchands. Le Black Friday approche. Peut-être au moment où je vous parle, vous êtes en train de rater une offre exceptionnelle. Restez avec nous quand même. Mais voilà, effectivement, cette peur de manquer quelque chose, que ce soit une vente avec un prix qui évidemment on ne retrouvera plus le lendemain puisqu'il est à durée très limitée, ou cette crainte de manquer une information importante qui nous ferait sortir d'un groupe social, qui nous ferait être un peu en marge. Donc l'importance pour se prémunir du FOMO, c'est de prendre le temps de se regarder un petit peu, d'analyser ces modes de fonctionnement, si effectivement vous vous reconnaissez dans cette description rapide que j'ai faite de ce phénomène. Prenez le temps de vous interroger, vous dire, tiens, finalement, quand je vais consulter mon téléphone, quand je vais consulter ma messagerie, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends,
hein, essayez de comprendre ce mode de fonctionnement. Et puis, voilà, donnez-vous des plages de consultation, c'est le plus simple. Donnez-vous un cadre, hein, y compris dans le moment de l'entreprise. Voilà, vous avez des réseaux sociaux d'entreprise, vous avez une messagerie, le matin, par exemple, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, ou au moment de la pause de midi. Voilà. Donnez-vous un cadre, donnez-vous des repères en fonction de votre activité, de votre métier. Évidemment, il faut ajuster à la réalité de votre vie et de votre activité. Appuyez-vous sur des outils de contrôle. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos téléphones sont équipés d'un petit logiciel, voilà, de gestion du bien-être numérique, de gestion de l'équilibre de vie numérique. Vous trouvez ça dans les paramètres de votre téléphone sur la plupart des modèles. Et c'est intéressant, on y voit le temps qu'on passe, application par application, et surtout, on y voit le nombre de fois où on va déverrouiller notre téléphone, ce qui nous donne une idée très précise du nombre de fois où on va le consulter pour une bonne ou une moins bonne raison. Un autre terme anglais, celui-ci, le blurring. Alors le blurring, c'est un terme qui signifie le floutage. Le floutage, la disparition progressive de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors c'est un phénomène qui est déjà en marche depuis quelques années et qui s'accélère au fur et à mesure qu'effectivement nos outils numériques se développent. Alors ce sont des outils qui effectivement vont être fournis par l'entreprise à ses collaborateurs pour être notamment chez les cadres ou chez les commerciaux, vous pouvoir suivre l'activité, pouvoir être en lien avec l'entreprise à travers les mails, à travers les messageries. Et puis, ça va être aussi, et ça c'est un peu plus récent, tous les outils personnels que les salariés vont ramener à l'entreprise. Alors évidemment, ça va être leurs réseaux sociaux, ça va être leurs jeux, leurs pratiques, la consultation de leurs mails. Voilà, effectivement. Et ça, on voit ce phénomène arriver de manière de plus en plus prégnante dans les entreprises, notamment avec les plus jeunes générations, voilà, qui ont été élevées pour la plupart avec un portable greffé dans la main. Et évidemment, quand ils vont rentrer dans le monde professionnel, leurs pratiques vont perdurer et ils ne vont pas forcément laisser leur portable à l'entrée de l'entreprise. Comment gérer ça? Quoi autoriser? Quoi interdire? Quel cadre donner? Voilà, c'est autant de questions qui vont se poser aujourd'hui à des managers, à des chefs d'entreprise. Là encore, une réponse sera à trouver par rapport à votre activité, par rapport à votre métier. Donc le risque du blurring, effectivement, à la fois il y a un côté qui peut être pratique, hein, qui peut être séduisant dans cette flexibilité qu'on peut avoir entre voilà, cette frontière qui disparaît entre le travail et le lieu et le temps de travail et les temps personnels. Mais il y a aussi un risque de dispersion, hein, effectivement. Alors, la période actuelle est très significative pour ceci, avec le télétravail qui s'est imposé pour un certain nombre d'entre nous, avec parfois la difficulté de cadrer ce temps. Hein, à la maison, on a tendance peut-être parfois à plus travailler parce qu'il faut préparer la visio, parce que derrière il faut débriefer, etc. Et cette dispersion nous guette, hein, de trop mélanger le perso et le privé, avec une perte d'efficacité à la clé et une baisse de l'attention. Hein, en fait, ça, on le voit notamment dans le cadre de l'entreprise, avec la personne qui est au travail, mais moins concentrée sur sa tâche, avec des risques d'impact sur la qualité, avec des risques d'accident du travail ou de baisse tout simplement de rentabilité. Alors, je vois une question. Pourriez-vous nous donner des exemples d'applications permettant le contrôle, en tout cas la consultation de nos temps et de notre utilisation de smartphone? Alors effectivement, là je ne vais pas avoir le temps de détailler les choses. Vous n'hésiterez pas, on laissera nos coordonnées Harmonie Mutuelle à la fin de cette petite session. Laissez-nous vos coordonnées, on pourra vous répondre plus personnellement. Aujourd'hui, la plupart des téléphones, hein, des tablettes, ont des outils intégrés. Il suffit d'aller dans les paramètres et vous cherchez équilibre de vie numérique, gestion de la qualité de vie numérique. Et vous allez trouver des outils, hein, qui vont vous permettre soit de borner les temps, soit de vous envoyer une alerte quand vous dépassez un certain nombre de consultations que vous êtes vous-même fixé. Quelques petits conseils, hein, séparer les outils dans la mesure du possible. Alors à la fois c'est pratique d'avoir finalement sur un même appareil et la messagerie perso et la messagerie pro, mais en fait c'est aussi un phénomène qui fait qu'on va avoir du mal à couper les choses. Ça peut être le piège. Voilà aussi des outils, hein, qu'on amène à manière personnelle. Certaines entreprises encouragent le bring your own device, c'est-à-dire que le salarié emporte son terminal à l'entreprise, avec une difficulté aussi de filtrer à nouveau privé, perso.
Éviter de recevoir des mails perso sur votre messagerie d'entreprise ou l'inverse. Alors c'est vrai qu'en cette période de télétravail, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de sécurité informatique. Voilà, les choses sont un peu floues, tout s'est mis en place pour la plupart d'entre nous de manière un peu en urgence. Donc tout le monde a fait un peu avec les moyens du bord et il y a beaucoup de mails perso, de mails pro qui se sont mélangés dans les messageries, de clés USB qui ont transité. Voilà, et petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, bien entendu, il va falloir mettre ça un peu plus au carré. Et se donner des règles, hein, je vous le disais. Moins le cadre vous est donné par l'extérieur, hein, donc moins effectivement vous avez le lieu de travail et l'horaire de travail qui vous est imposé par un déplacement, par le type de métier, et plus ça va être à vous-même de vous fixer un cadre. Et ça, c'est tout, ça fait partie vraiment des enjeux du télétravail, c'est-à-dire d'arriver à se donner des règles et de se donner un cadre de temps, de moments, pour justement arriver à un équilibre où à la fois le salarié et l'entreprise va s'y retrouver sur le long terme. Allez, encore un mot anglais, le phubbing. Alors ça, c'est aussi une conséquence de notre hyperconnexion, ou en tout cas de notre connexion régulière. C'est le fait d'ignorer les personnes qui sont physiquement présentes pour consulter son smartphone. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà expérimenté vous-même, hein, d'être en train de discuter avec des amis ou avec des collègues, etc. Et puis tout d'un coup, un appel, une notification, la personne part sur son téléphone et tout d'un coup, vous n'existez plus, ou la réunion, la discussion qui était en cours n'existe plus pour la personne. Et quand elle revient, parfois, elle repose une question en réunion qui a déjà été traitée pendant que la personne était absente. Voilà, tous ces phénomènes, finalement, où on va privilégier cette interruption qui arrive à travers notre outil numérique au détriment des personnes qui sont réellement autour de nous. Alors effectivement, ça témoigne d'un certain manque de respect de la personne qui nous entoure, des personnes qui nous entourent. Ça va renvoyer une image assez négative de soi-même et une image aussi négative de l'entreprise. Ne l'oubliez pas, vous êtes avec des clients, avec des fournisseurs, même avec des collaborateurs. C'est vrai que ça renvoie une certaine image de tout d'un coup ignorer les personnes qui sont autour de vous. Alors évidemment, un moyen de s'en prémunir, c'est à la fois de bien, je vous le rappelle, se dire que ce n'est pas parce qu'on est connecté qu'on est forcément disponible. Je pense qu'il faut savoir aussi séquencer les tâches. Et puis se dire, est-ce le lieu, est-ce le moment? Si vraiment c'est important, vous attendez un appel, vous prévenez vos collaborateurs à l'avance, ou vous prévenez les personnes en disant, je risque d'avoir un appel. Voilà, les gens sont prévenus, ils ne sont pas surpris, vous vous excusez, tout va bien. Voilà pour ces aspects, rapidement brossés, mais importants à garder en mémoire, liés à notre connexion numérique. Alors, quelques mots sur la santé, qui fait partie de notre cœur de métier au niveau d'Harmonie. Tout ce qui va concerner la vue. Alors, vous avez effectivement déjà entendu parler de la fatigue visuelle, évidemment, liée à un travail derrière les écrans qui s'est accru encore ces dernières semaines, ces derniers mois avec le télétravail. Alors, fatigue visuelle, ça c'est quand l'œil en fin de journée fatigue. Alors, c'est souvent lié à ce qu'on appelle la fatigue visuelle, à un défaut de vue qui est insuffisamment ou non corrigé. Et la fatigue oculaire qui va être liée à l'activité même de l'œil et qui va se traduire par un défaut de lubrification de l'œil, trop de temps derrière l'écran, une luminosité mal adaptée. Cette fatigue oculaire liée aussi au travail derrière l'écran. Et l'impact de la lumière bleue. Alors, je vous en dis juste quelques mots. Vous avez déjà dû en entendre parler. Vous avez peut-être vu ou entendu parler de filtres de lumière bleue, de lunettes qui filtrent la lumière bleue. Voilà, effectivement, vous voyez sur le petit schéma que vous avez sous les yeux, le spectre de la lumière visible est découpé en différentes bandes. Et il y a une bande qui va du bleu turquoise au bleu violet, qu'évidemment notre œil voit. Alors évidemment, le soleil émet de la lumière bleue en grande quantité, et nos écrans. Et la particularité de cette lumière bleue, notamment la lumière bleu-violet, c'est qu'elle a une très courte longueur d'onde, donc elle est très fortement porteuse d'énergie, et elle va avoir un certain nombre d'impacts sur l'œil et sur le sommeil. Sur le sommeil, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'œil, parce qu'en fait, un certain nombre d'études ont montré que cette lumière bleue, émise notamment par les écrans, et ça je parle de plusieurs heures par jour d'utilisation, va contribuer de manière certaine à un certain nombre de maladies liées à l'œil, à un vieillissement prématuré de la cornée et du cristallin. Donc voilà, prudence si vous passez beaucoup de temps derrière les écrans, n'hésitez pas à faire évidemment des pauses,
à avoir la distance correcte à votre écran et puis à activer sur votre smartphone, sur votre tablette, le filtre de lumière bleue, voire avec votre opticien pour mettre en place des lunettes adaptées. Quelques conseils, je vous en ai donné. Adapter la luminosité de la pièce, ça c'est important aussi par rapport à votre écran, la luminosité de l'écran lui-même. Faites des pauses. Gérer un temps global d'écran, là encore, les applications que j'évoquais tout à l'heure peuvent vous y aider. Même si tout n'est pas connecté, votre ordinateur de travail n'est pas forcément connecté à votre smartphone, donc prenez le temps de regarder un peu le temps que vous passez par jour ou par semaine derrière un écran. Hydratez-vous et utilisez des filtres anti-lumière bleue. Tout ce qui va toucher au corps maintenant, alors évidemment le travail derrière l'écran, notamment quand on est soit au travail, soit aujourd'hui en télétravail, va avoir un impact. Mauvaise position du corps, ça c'est le risque d'un poste inadapté, notamment dans le cadre du télétravail, où effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés à improviser un espace de travail chez eux, devant un écran, et pas forcément tout de suite le fauteuil adapté, le bureau adapté, la luminosité adaptée, avec le risque effectivement de développer des troubles musculo-squelettiques. Et le manque d'exercice. Évidemment, plus on passe de temps assis ou derrière un écran, moins le corps aura l'occasion de faire de l'exercice, ce qui est vraiment nécessaire pour une bonne santé. Donc attention à votre posture sur le long terme. Pardon. Utiliser un matériel et un mobilier adéquat et se forcer, se prendre vraiment le temps de sortir, de faire de l'exercice, même si pour le moment, confinement oblige, le périmètre est assez limité. Quelques mots sur le sommeil. Alors effectivement, je vous parlais de l'impact de la lumière bleue. On a vu celui direct sur l'œil. Et cette lumière bleue a aussi un impact sur la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine et qui est en fait une hormone qui intervient dans la régulation des cycles de sommeil. Donc la lumière bleue va bloquer la sécrétion de mélatonine. Excusez-moi, pas facile de parler avec un masque. Va bloquer la sécrétion de mélatonine et va provoquer soit des difficultés d'endormissement, soit va provoquer un sommeil moins réparateur. D'où un ensemble de conseils de limiter les temps d'écran juste avant le sommeil. Évidemment, le manque d'exercice physique, le stress provoqué par un certain nombre d'activités réalisées derrière les écrans va aussi contribuer à ces difficultés, soit d'endormissement, soit d'avoir un sommeil réparateur. Donc là encore, quelques conseils. Utilisez les filtres contre la lumière bleue et évitez toutes les activités derrière les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Alors, ça inclut la télé, évidemment, si vous avez une télé à LED, à écran plat. Consultez ces derniers messages, ces derniers réseaux sociaux juste avant de dormir sur l'oreiller, à éviter aussi. Et enfin, pour terminer ce volet sur la santé, je voulais vous parler de la notion de multitâche. Je voulais sous-titrer le mythe. Alors effectivement, c'est important parce que nos outils numériques nous poussent à faire plusieurs choses à la fois. Ils servent à plusieurs choses. On reçoit des mails, on a nos réseaux sociaux, on a notre GPS, on a plein de choses dessus. Et forcément, ils nous poussent à passer d'une tâche à l'autre. Et ce qui est important, vous avez un petit dessin là je vous laisse regarder derrière votre écran. Si vous voyez un canard ou un lapin, en tout cas, vous ne verrez pas les deux en même temps. Effectivement. Et les récentes études qui ont été faites par les neuroscientifiques nous ont bien montré qu'au niveau du fonctionnement du cerveau, au niveau de notre attention, nous ne pouvons pas simultanément porter notre attention sur 2 choses à la fois. Alors effectivement, si les tâches sont de nature très différente, si on a des tâches automatiques, de la même manière que je peux vous parler en marchant, ce sont 2 tâches qui ne sont pas du tout de même nature. En revanche, quand on va passer effectivement en permanence d'une tâche à l'autre, etc., on va engendrer une certaine fatigue cérébrale liée à ce qu'on appelle le task swapping, le changement de tâche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre cerveau va faire appel à la mémoire à court terme, sauvegarder son contexte, basculer sur la nouvelle tâche, et il va falloir revenir derrière, rappeler le contexte. Vous avez sûrement tous expérimenté un jour, que ce soit au bureau ou à la maison, vous êtes concentré sur une tâche, un collègue ou un enfant vient vous poser une question, et après vous vous remettez devant votre ordinateur, vous dites « alors j'en étais où ?» Et vous sentez bien que là, il y a un petit effort à faire. Et faisons attention avec
nos écrans, avec nos outils numériques qui favorisent voilà, ce multitâche, de ne pas tomber dans cette fausse impression de pouvoir faire de manière très efficace plusieurs choses à la fois. Ça peut engendrer aussi des risques d'erreur. Donc évitez dans la mesure du possible voilà, de mener de front des tâches de nature différente qui nécessitent de l'attention. Je vous invite, si vous voulez creuser ce sujet-là, à lire les ouvrages notamment de Jean-Philippe Lachaud, qui est neurobiologiste, qui est chercheur en neurosciences et qui a beaucoup travaillé cette question de l'attention et du multitasking. Dernier volet de notre petite intervention cet après-midi sur les risques liés au numérique, tout ce qui va effectivement toucher la sécurité informatique. Alors vous pourriez vous dire quel est le rapport avec la qualité de vie numérique. Mais on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à prendre en compte, qui peuvent avoir un impact à la fois sur notre entreprise, sur notre vie personnelle et sur la qualité de notre vie numérique. Tout d'abord, une chose importante que je voulais vous mettre en exergue, c'est qu'effectivement, une connexion, elle est réciproque. Souvent, quand on dit « je vais me connecter à Internet », on oublie que Internet, réciproquement, se connecte à nous ou se connecte à notre objet. Voilà, quand je connecte mon téléphone Internet, ça veut dire qu'Internet est connecté à mon téléphone. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une relation, alors qui n'est pas forcément symétrique, mais qui, en tout cas, voilà, a double sens. Donc, ça veut dire que potentiellement, voilà, on ouvre des failles vers l'extérieur. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais effectivement, avec la multiplication des objets connectés, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réellement prendre en compte, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère personnelle. Quand je parle d'objets connectés, je vais parler de montres, je vais parler de caméras de surveillance, je vais parler de babyphone, je vais parler d'assistants vocaux, tous ces objets qui vont se multiplier, de capteurs, et qui vont petit à petit être connectés à Internet, voilà, sur lesquels il faudra être extrêmement vigilant sur l'aspect sécurité. Et justement, pour établir une politique de sécurité pour votre entreprise, il va falloir d'abord prendre le temps de prendre un peu de recul et se dire, voilà, quels sont réellement mes besoins. Selon votre métier, vos besoins en termes de sécurité informatique ne vont pas être les mêmes. Si vous êtes effectivement un sous-traitant ou un acteur d'un domaine sensible, vous allez vous poser des questions sur le cryptage éventuel de votre disque dur, sur est-ce que je peux utiliser des réseaux Wi-Fi privés. Voilà, vous avez un certain nombre de questions fondamentales que vous allez devoir vous poser quand vous êtes en mobilité ou en entreprise. Si vous êtes effectivement patron d'une entreprise de vente de vêtements en ligne ou autre, vos problématiques vont être un petit peu différentes. Donc là encore, voilà, il va falloir bien prendre le temps de regarder les outils, enfin le cœur de votre métier, les outils qui vont être au service de votre activité et en fonction de ça, de vos pratiques, de vos déplacements éventuels, de voir les outils qu'il va falloir mettre à disposition de vous-même et de vos salariés et des bonnes pratiques. Parce qu'on va voir effectivement qu'il y a toujours deux aspects dans la sécurité informatique. L'aspect technique, auquel on pense assez facilement en termes d'antivirus, etc. Et puis l'aspect humain, que parfois on néglige trop rapidement. Identifier les risques, voilà, réfléchir et écrire les bonnes pratiques. Et effectivement, ça vous permettra derrière de faire des investissements proportionnés, voilà, qui soient réellement liés à votre entreprise. Sur les aspects techniques, rapidement, effectivement, il va y avoir tout ce qui va être défaillance matérielle. Ça peut paraître une évidence, mais faites des sauvegardes. Je vois encore trop d'entrepreneurs ou d'entreprises pour lesquelles la partie sauvegarde est souvent négligée, voire absente. Qui d'entre nous n'a jamais eu ou n'a jamais eu d'amis qui a perdu ses photos de vacances suite à un crash de disque dur? Donc vous imaginez quand c'est les données de l'entreprise. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles des fois on passe un peu vite. La question des virus, des antivirus, des potentiels vols de matériel et évidemment de la confidentialité de vos données, là encore selon votre cœur de métier. L'aspect humain, je vous disais tout à l'heure qu'on oublie des fois un peu trop rapidement. Alors l'aspect humain, effectivement, va toucher à la fois des manipulations inhérentes à la personne, c'est-à-dire que ça va être l'erreur humaine, tout ce qui va être destruction de données involontaires, maladresse, etc. Et en même temps, ça va être aussi un certain nombre d'actions qui vont être faites, soit par négligence, soit aussi par manque de formation. Et là, je vous invite vraiment à vous-même, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant, de vous sensibiliser, de sensibiliser vos collaborateurs sur ce point-là. Le clic sur un lien corrompu dans un email,
le nombre d'informations personnelles qu'on va pouvoir poster sur des réseaux sociaux. Effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment être très attentif parce qu'on va pouvoir mettre en place tous les outils techniques qui seront peut-être très bien réglés, qui seront les meilleurs du monde. Et en même temps, si de l'autre côté, l'humain n'est pas sensibilisé, n'est pas conscient des enjeux, il y aura toujours une faille dans le système. Alors évidemment, aucun système n'est parfait, mais voilà, l'importance de sensibiliser les personnes. Parmi tous ceux d'entre vous qui nous écoutent, je ne sais pas combien ont par exemple comme code 1, 2, 3, 4 ou toujours 000 sur le code de leur carte SIM de téléphone professionnel. Voilà, posez-vous la question, il est toujours temps de le changer. Ça fait partie des petites choses, aussi, en cas de vol de téléphone, protéger ces données. Soyez sobre sur les réseaux sociaux en termes de conseils. Évidemment, vous pouvez avoir des réseaux sociaux d'entreprise. Donc là, effectivement, la communication va être généralement assez réfléchie, assez calibrée. J'ai en tête aussi, vous entendez parfois parler de ce qu'on appelle l'arnaque au patron, c'est-à-dire de pirates ou de personnes mal intentionnées qui vont appeler une entreprise en essayant de se faire passer pour le DRH, pour le patron, pour une personne qui en tout cas a un certain pouvoir, pour demander des virements de fonds, pour demander de l'argent. Évidemment, si votre DRH ou votre comptable publie sur son compte Facebook perso ses photos de vacances, ça indique bien qu'il n'est pas là. Et une personne peut très bien s'appeler en faisant passer pour lui, en disant « je t'appelle depuis Majorque, justement, j'ai eu un client », etc. Vous voyez, ça peut paraître très, très indirect, très anodin. Et en même temps, toutes ces informations, quand vous avez des postes clés, des rôles clés au sein d'une entreprise, il faut être vigilant sur ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Écrivez les bonnes pratiques, encore une fois, comme pour les moyens de communication, comme pour la partie technique. Formalisez les choses, écrivez, parlez avec vos collaborateurs et sensibilisez vos salariés. Voilà pour conclure cet épisode sur la qualité de vie numérique. Et vous voyez, on a vu un certain nombre d'aspects, de risques et puis de moyens de s'en prémunir. Si je pouvais vous donner quelques petits éléments en guise de conclusion, n'oubliez pas que la connexion accroît la dépendance de la personne à l'outil. Donc ça, il faut en avoir conscience et du coup trouver la bonne distance, arriver à garder sa liberté tout en gardant tout le meilleur que ces outils nous permettent de bénéficier. Et puis la digitalisation dans laquelle la plupart de nos entreprises, de nos écoles, de nos administrations sont engagées. Elle a à la fois tous ses côtés positifs et en même temps, elle accroît aussi la dépendance de l'entreprise à l'outil. Donc vigilance là aussi sur ce point-là. Restez maître. Vraiment, ça c'est le mot-clé. Prenez les temps de recul. Encore une fois, prenez le temps de vous asseoir, de regarder votre activité, la réalité de vos besoins et derrière de vous dire, quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre pour que ça reste au service de mon activité professionnelle, à mon service personnel, de mes proches. Choisissez pour ne pas subir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une pléthore d'outils qui existent que vous êtes forcément obligé d'être partout, de vous disperser. Choisissez pour garder la main. Et puis, sachez déconnecter. Pas toujours évident, mais il y a des moments où aussi il faut savoir couper le cordon pour y revenir au moment opportun. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons prendre quelques minutes pour des questions-réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur cette thématique, à venir nous envoyer vos questions sur l'adresse que je vais afficher d'ici peu. Je vois une question. De votre point de vue, quelle est la responsabilité de l'employeur? Alors l'employeur, effectivement, chacun a une responsabilité. Ça va être, le temps est très court. Je me tourne vers mon... Non, sur le temps, on est bien dans le temps. Continue. On a encore un peu de temps, très bien. Effectivement, le salarié et l'employeur ont chacun une responsabilité. Alors après, difficile de faire une réponse globale comme ça sans connaître le contexte. Évidemment, légalement, l'entreprise, l'employeur a un certain nombre de responsabilités. Autant on peut comprendre que dans la période actuelle, il y a des choses qui se sont mises vite en place, rapidement, dans le cadre du télétravail notamment, que tout n'était pas huilé. Et en même temps, il y a des choses légales, il y a le droit à la déconnexion, il y a un certain nombre de règles à respecter, à la fois, légales, et à la fois pour le bien des salariés, dans cette gestion des outils numériques et cette frontière vie pro, vie perso.
Alors, pour compléter dans les questions qui peuvent peut-être intéresser notre auditoire, dans quelles conditions en fait est-ce que les entreprises viennent vous solliciter? Enfin, quelles sont les problématiques qui ressortent peut-être plus fortement par rapport à ces questions du numérique et à l'appréhension qu'elles peuvent en avoir? Alors c'est vrai que chez Harmonie, on essaye vraiment de travailler en amont sur ce volet de prévention. On peut éventuellement intervenir aussi en accompagnement de déploiement de projets justement pour éviter ces risques, soit des risques psychosociaux, soit des aspects liés à la qualité de vie au travail. Parmi les sujets sur lesquels effectivement on va travailler, ça va être tout cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, comment le numérique va venir bousculer cette frontière. Ça va être effectivement, ça va rejoindre la question de notre interlocuteur, se dire, voilà, moi en tant que manager, en tant que patron d'entreprise, quelles sont mes obligations, quelles sont les choses auxquelles il faut que je pense, hein. Et puis, ça va être aussi des choses peut-être plus liées aux bonnes pratiques que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur la conservation des données, les bons réflexes pour la sécurité informatique. Alors justement, ça va avec une autre question qui nous est venue sur la charte informatique. Doit-elle intégrer la frontière pro-perso et quels sont les outils de contrôle et surtout de droit à la déconnexion Alors la charte informatique, c'est un outil intéressant, hein, effectivement, à déployer dans une entreprise. Déjà parce que ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de formaliser les choses, hein, de prendre le temps de la réflexion, de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, ressources humaines, direction, salariés, organisation, représentants du personnel, et puis de réfléchir ensemble par rapport aux problématiques métiers, par rapport à l'entreprise, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de se donner ensemble un certain nombre de bonnes pratiques, hein. Ça permet d'avoir un cadre clair. Alors après, effectivement, l'idée, c'est là où il faut être pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que cette charte, elle soit vraiment un point d'appui, à la fois pour les salariés et pour l'entreprise, que ce ne soit pas effectivement quelque chose de tellement serré qu'elle soit au détriment de l'activité ou de la santé des salariés. Alors, pour aller en déclinaison, là encore, en question qui est envoyée par nos auditeurs, lorsque ces risques engendrent des troubles ou plus chez les salariés, est-ce que ça peut aller jusqu'à une reconnaissance d'accident du travail d'une telle situation? Alors, il faut que les troubles, effectivement, là, soient avérés, parce qu'effectivement, il peut y avoir différentes conséquences. Ce qu'il va falloir analyser, c'est où se situe la cause, hein. Je vous le disais tout à l'heure, la question de la causalité est importante, c'est-à-dire que les outils numériques parfois sont révélateurs, hein. Souvent, ils viennent amplifier des phénomènes qui pouvaient être existants chez la personne. Typiquement, les outils numériques ne sont pas des outils magiques. On pourrait, parfois, on a un raccourci, par exemple, qui est fait entre le télétravail et l'autonomie, de dire finalement mettre les gens en télétravail, ça les rend autonomes. Non, si la personne n'était déjà pas autonome, ce n'est pas la mettre en télétravail qui va la rendre autonome. Effectivement, des gens qui ont une certaine autonomie, ça va les favoriser dans cette dimension-là. Pour d'autres, il va falloir les accompagner, hein. Au contraire, certaines, ça peut les mettre en souffrance. Donc, il va falloir effectivement être vigilant. Est-ce que finalement le mal-être que la personne ressent ou l'accident du travail dont elle va être la victime, est-ce que le numérique va être un révélateur d'un malaise plus profond ou est-ce que effectivement c'en est la cause, hein, parce que ça peut être effectivement un management inadapté et tout d'un coup l'outil numérique devient réellement oppressant ou effectivement on parlait du télétravail, je crois que ça fait partie des sujets qui vont être abordés juste après. Ça fait une belle transition, c'est-à-dire comment le manager va devoir adapter son management dans un cadre d'un télétravail, puisqu'il n'a plus le salarié sous la main et inversement, le salarié n'a plus son chef directement à portée de main. Alors ça, c'est effectivement l'objet de l'atelier qui suit directement, donc c'est parfaitement le lien. Encore deux petites questions qui nous sont soumises. Est-ce que l'hyperconnectivité touche plus particulièrement les jeunes ou au contraire, dans la mesure où ils sont nés avec les nouvelles technologies, ils sont plus immunisés par rapport à leurs anciens? Alors, ils ne sont pas plus immunisés. Alors, effectivement, là, il y a des questions générationnelles qui se posent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus gros joueurs de jeux vidéo sont les trentenaires. Ce n'est pas les ados. Alors, les ados jouent beaucoup. Mais effectivement, on voit arriver dans les entreprises aujourd'hui un certain nombre de jeunes, alors sans faire généralité, hein, évidemment, mais de personnes, jeunes adultes, notamment des hommes, qui ont une pratique régulière et assidue des jeux vidéo,
qui peuvent avoir du mal à couper, y compris au travail, parce qu'effectivement, ce sont des jeux vidéo, ce qu'on appelle les jeux à monde persistant, donc l'aventure continue même quand vous n'êtes plus là. Pour ceux qui jouent actuellement à Virtual Regatta, ça doit vous parler sur le Vendée Blog. Effectivement, ça touche les plus jeunes parce qu'eux, effectivement, ils ont pris l'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir le portable toujours à portée de main et d'être en permanence connecté aux réseaux sociaux, avoir des infos, etc. Donc, ils ne sont pas du tout immunisés. Ils ont même des fois du mal à admettre ou à se rendre compte. Mais ça ne touche pas que les plus jeunes. Effectivement, on va avoir aussi un certain nombre de phénomènes. Je vous parlais tout à l'heure des sites d'achat en ligne. Chez des personnes qui auront peut-être la quarantaine, la cinquantaine, qui à certaines périodes de l'année vont passer leur temps à préparer leurs vacances, à faire des achats, effectivement, avec une utilisation pas forcément ajustée de l'outil numérique sur les heures de travail. Alors ça fait bien un lien avec la toute dernière question qui nous a été soumise, à savoir concernant le mélange perso-boulot. Si on a un cas concret de dire qu'on connaît par ailleurs, si on connaît quelqu'un à titre personnel, est-ce qu'on se met en difficulté quand on, quand on le salue personnellement dans ce genre de situation, semble-t-il, d'un auditeur qui est parmi nous? D'accord, c'est-à-dire dans le cadre d'une visioconférence par exemple, ou sur du perso. Sur du perso, alors effectivement, il faut arriver à faire la part entre les deux. J'allais dire comme dans une rencontre dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'effectivement, alors là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément les possibilités d'aparté. Mais voilà, alors c'est vrai que cette frontière, ça rejoint vraiment la question du blurring, cette frontière est beaucoup moins nette qu'avant. Alors ça n'a pas que des inconvénients, encore une fois, ça peut permettre une certaine flexibilité. Et en même temps, il va falloir trouver soi-même, selon le cadre, le contexte, la personne, je la connais, mais qui est avec nous, dans quel contexte on est, jusqu'où je peux aller dans les familiarités, ou au contraire, est-ce que c'est pas le moment? Bon, parfait. Merci Cyril, en tout cas, pour cette présentation complète. Donc le festival se prolonge. On va se retrouver pour un prochain atelier, alors qu'on a commencé un petit peu à introduire tout à l'heure sur le management à distance et toutes les questions de télétravail. Donc après avoir vu comment le faire dans des bonnes conditions d'hygiène numérique, notamment, là, les clés pour assurer ce management à distance. Donc je vous invite à se retrouver d'ici un petit quart d'heure en restant connecté sur cette même antenne. Et puis, bonne continuation à tous. Merci. On laisse les coordonnées peut-être à l'écran pour ceux qui voudraient prolonger la discussion, qui auraient des questions. Merci de votre attention.